Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Chaud. Alors tous les regards, vous le savez, sont tournés évidemment vers l'Italie, ou bien malin qui pourra dire ce soir qui va diriger, qui sera président du Conseil et dirigera donc le pays dans quelques semaines. Alors une seule certitude, c'est que la droite évidemment revendique le pouvoir avec arrivée en tête la Ligue, et puis le parti qui a recueilli le plus de voix, c'est le mouvement des 5 étoiles. Et donc encore une fois, on constate en Europe que ce sont les partis anti-système qui ont gagné. Alors, qui va diriger? Et on regarde évidemment attentivement ce phénomène ce soir. On en parle avec Bruno Bonnell, qui est député La République En Marche. On en parle aussi avec Sébastien Chenu du Front National. En face de lui, Guillaume Roquette. J'ai dit Stefano Montefiori, correspondant du Corriere, et Benjamin Duhamel. Alors Benjamin, je le disais, seule certitude, c'est la victoire effectivement des partis, comme l'on dit, anti-système. Et c'est effectivement un phénomène qu'on voit un peu partout en Europe aujourd'hui. Absolument, l'Italie, nouvelle victime du dégagisme politique qui sévit en Europe, avec toute une série de pays qui ont été touchés. Regardez cette carte, ils ne sont pas tous arrivés au pouvoir, mais ces nouveaux partis, alors hors du système, anti-système, bouleversent le jeu politique. En France, évidemment, avec l'effondrement des Républicains et du PS à la présidentielle. En Allemagne, avec la percée de l'AfD, le parti d'extrême droite, et la difficulté pour Angela Merkel de mettre sur pied une coalition. L'Angleterre, évidemment, avec le Brexit, la poussée des mouvements citoyens, Ciudadanos, Podemos en Espagne. Et puis, il y a les pays où ces partis anti-système ont carrément pris le pouvoir. On peut en citer plusieurs en Autriche, par exemple, où le jeune chancelier Sebastian Kurz a décidé de s'allier avec le parti d'extrême droite, le FPO, ou encore en Grèce, évidemment, avec le gouvernement d'Alexis Tsipras et le parti d'extrême gauche, Syriza. Alors Stefano Montefiori, on se tourne vers vous ce soir et on se dit effectivement ce qui se passe en Italie, c'est une nouvelle vague de dégagisme, c'est-à-dire les partis traditionnels, les partis qui ont gouverné, gauche-droite, sont renvoyés, et c'est effectivement les deux, la Ligue, les deux qu'on dire extrêmes d'un côté, populistes de l'autre, les mouvements des 5 étoiles qui peuvent gouverner demain. Oui, mais c'est ça le mouvement, c'est du dégagisme en Italie. Oui, c'est du dégagisme, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on vit le dégagisme depuis des dizaines d'années. Ouais. Même Renzi, qui est le grand perdant de cette élection, il a commencé sa ascension politique en disant qu'il allait rottamare, c'est-à-dire faire dégager la classe politique de l'époque. Et ce n'était pas il y a 50 ans, c'était il y a 4 ans. Le moment le plus grand succès de Renzi, c'était aux Européens de 2014. Il a frôlé les 45%, il était 41, je crois. Et ce n'est pas passé un siècle. Mais la vie politique est toujours plus rapide, en Italie aussi. Et donc, lui aussi fait les frais des c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui gouvernent qui sont renvoyés. En gros, c'est ça, qu'ils soient au pouvoir depuis longtemps ou pas longtemps. Oui, c'est un peu ça, aussi le fait que l'Italie vit une situation tout à fait péculière, je pense. Il y a des raisons qui sont pareilles partout dans le monde, l'immigration, les problèmes de la classe moyenne, d'accord. Mais après, pour l'Italie, il y a des questions très précises. Par exemple, la différence énorme entre le nord et le sud du pays. Et donc, tous ces facteurs, ils ont causé une explosion, un séisme politique considérable. Alors, vous voyez ça comme une vague dégagiste aussi, Bruno Bonnell ? Moi, je crois d'abord qu'on arrive dans un cycle normal de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une génération d'hommes politiques qui a vieilli et qui est en train de laisser la place à d'autres. Donc ça, c'est un premier fait, j'allais dire, purement générationnel. Le deuxième, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le hors-système ou l'anti-système, il y a des systématiques politiques, la droite, la gauche, etc., qui ont montré leurs limites avec plein d'alternances, de mariages, etc. Là où ça devient plus compliqué, c'est que se dégagent deux tendances de fond. Les populistes, alors moi je l'appelle les populistes, c'est les gens qui cherchent les coupables du passé. Puis les progressistes qui cherchent plutôt les responsables de l'avenir. Et on est dans une espèce de croisement là, complexe où deux tendances, l'angoisse, j'appelle ça la force noire de l'habitude, qui regarde derrière, et puis ceux qui disent il y a une chance d'aller vers l'avant. Le bilan de tout ça pour moi, on va aller vers des alliances paradoxales. Oui. Soit des alliances de colère, on pourrait imaginer la Ligue en Italie avec le mouvement 5 étoiles, soit des alliances de raison, on va essayer de faire une espèce de soupe au lait un peu moyenne, soit des alliances de résignation où des ennemis d'hier vont quand même se mettre autour de la table pour voir. Et je crois que c'est le temps des alliances paradoxales, c'est un petit peu ce qu'on voit avec le mouvement en Autriche, avec un jeune qui pourrait plutôt représenter l'avenir, qui s'allie avec un parti
très sombre, plutôt même très très sombre. Il faut bien comprendre que l'extrême droite en Allemagne ou en Autriche, c'est pas notre extrême droite à nous. Ce sont des souvenirs du passé qui sont ancrés sur d'autres valeurs. En Italie, d'ailleurs, la même chose. Et on a une petite tendance, justement, à faire un peu de l'assimilation avec des mots un peu valises, comme ça, alors que c'est des racines qui ont quand même rien à voir. Oui. Guillaume Enquête, du dégagisme. En fait, on ne sait pas pour l'instant, j'ai l'impression, parce que c'est compliqué. Ou bien on assiste à un mouvement de dégagisme classique, c'est-à-dire on veut voir des nouvelles têtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en France, parce que depuis 1981, à chaque élection nationale, on a viré les sortants. Même Mitterrand ou Chirac, ils ont été réélus, mais en fait, ils ne gouvernaient pas, parce qu'il y avait une période de cohabitation. Donc, si c'est juste avoir des nouvelles têtes, c'est un renouvellement normal. En revanche, si c'est à droite toute, et donc avec une arrivée massive au pouvoir de coalition entre les conservateurs et les gens d'extrême droite, alors c'est plus qu'un renouvellement naturel, c'est un changement de direction. Et la difficulté, c'est qu'en Italie, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, parce que le grand gagnant du parti, alors heureusement on a un spécialiste de la vie politique italienne, mais moi je ne comprends toujours pas où il se situe, ce mouvement 5 étoiles qui fait 32% de résultats, parce que économiquement, il est sur la ligne Benoît Hamon, ils sont pour le revenu universel, si j'ai bien compris. Sociétalement, ils sont plutôt de gauche. En revanche, sur l'immigration, ils sont plutôt fermes, mais moins que la Ligue. Alors, où ils vont? Est-ce que c'est juste des têtes nouvelles? Pour l'instant, on a du mal à comprendre, je trouve. Oui, Sébastien Cheny. Alors moi, je crois que si on retient simplement le dégagisme, comme vous le dites, on fait une erreur fondamentale. Il y a eu plusieurs bonnes nouvelles dans cette élection. Bon, d'abord, Matteo Renzi est battu. Mais ce n'est pas un homme d'une autre génération, Matteo Renzi. C'est un homme jeune qui simplement est en échec. Ses politiques sont en échec. Il est passé de plus de 40% européennes à 19% en gros. Donc il est en échec total. Et ce n'est pas son âge ou sa génération qui est en cause, c'est sa politique. La Ligue est en tête sur l'espace droit, j'allais dire, de la politique italienne. Nous nous en réjouissons. Ce sont nos alliés au Parlement européen. Vous êtes dans le même groupe, c'est ça, au Parlement européen. Mais surtout, le message, c'est un message, il suffit d'additionner d'ailleurs les scores, c'est un message anti-Union européenne. Si personne ne veut l'entendre, si on fait semblant de le nier, de ne pas le voir, de dire mais tout va bien, etc., c'est une erreur d'analyse fondamentale. Les Italiens, comme les Français, comme d'autres pays en Europe, etc., envoient un message très clair à Bruxelles. Ce que vous faites ne nous va pas. La pression migratoire est extrêmement forte en Italie, mais pas seulement. Le niveau de vie, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à cela. Ce que fait l'Union européenne ne nous convient pas. On peut passer à côté, faire comme si tout cela n'avait pas d'importance, mais le nier, c'est une véritable erreur d'analyse. Moi, je crois que le message fondamental, c'est l'Union européenne est en échec et les peuples le font entendre. Mais c'est l'Union européenne ou l'immigration qui joue un rôle? Attendez, on ne peut pas laisser dire ça. Pardon. Non, c'est la politique d'immigration gérée par l'Union européenne. C'est-à-dire, les gens font un petit peu l'amalgame, parce que d'abord, ils se disent, l'Europe, c'est qui? C'est Madame Merkel, parce que c'est la chef, c'est elle qui a dit on ouvre les bras, on va y arriver. Et puis, les nations n'ont plus de frontières, puisqu'avec les accords de Schengen, théoriquement, les frontières se font à l'extérieur de la zone. Et donc, je pense que pour les gens, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'Europe, c'est la structure qui organise une immigration non maîtrisée. Oui, Bruno Bonnell. Non, je crois qu'on est en train de faire une espèce d'amalgame et de simplification du schéma. L'Italie est malheureusement une porte d'entrée d'une immigration mal contrôlée et elle subit dans sa politique interne l'impact de cette immigration. C'est quelque chose qui bouleverse. Et d'ailleurs, c'est ça le commentaire que je ferais. C'est pas du tout un vote anti-européen. Je suis pas du tout d'accord avec M. Chenu. Évidemment, on n'est pas tout à fait sur les mêmes lignes. Non, j'ai pas dit non plus. J'ai pas dit. Non, ce n'était ni un vote européen ni un vote quelque chose. C'est un vote italien. C'est un vote. Non, mais c'est un vote italien avec une fracture en Italie qui est due à des raisons économiques et à la migration. Moi, je crois que c'est surtout ça la conclusion. Mais au-delà de ça, la difficulté qu'on voit ici, c'est que cette immigration non maîtrisée, celle qu'on essaye justement de pousser à travers la loi qui va arriver et présentée au Parlement, elle a des bouleversements endogènes à l'Italie, alors que c'est une force exogène qui explose. Alors, Stefano Montefiori, le rôle du poids de l'immigration, on a dit que c'était au cœur de la campagne en Italie. Je crois que c'est vrai, mais il faut rappeler qu'il y a aussi d'autres facteurs presque autant importants, par exemple la situation économique. Et là aussi, ça peut ouvrir un autre thème, c'est-à-dire la différence éternelle, malheureusement, entre le nord et le sud de l'Italie, qui s'est aggravée ces dernières années. Donc, après la crise de 2008-2010,
2010, le Nord, plus ou moins, ils s'en sont sortis. Il a des performances économiques tout à fait bonnes au niveau européen. La croissance, ça marche. Le Sud, non, pas du tout. Ça restait très en crise. Le chômage au Sud est plus que le double du Nord. Et c'est là où le mouvement 5 étoiles a percé, c'est-à-dire tous les gens mécontents de l'économie dans le Sud ont voté pour le mouvement 5 étoiles qui, effectivement, dans le Sud... On voit bien quand même que la Ligue a fait campagne, qui est quand même la droite qui a gagné, a fait campagne sur l'immigration. Oui, bien sûr. Non, avec quand même des affrontements même assez violents. Il y a eu des violences qui étaient plus ou moins... sur lesquels certains ferment les yeux contre les migrants. Là aussi, ça a été un tournant peut-être de la campagne. Oui, parce qu'il y a eu des faits divers gravissimes à Macerata, dans le centre d'Italie. Un ancien candidat de la Ligue a tiré dans l'État en blessant 6 personnes de couleur, 6 noirs, immigrés. Finalement, la réaction des forces politiques n'a pas été si ferme que ça. Salvini avait dit auparavant qu'il fallait procéder à un nettoyage partout, route pour route et place pour place, partout en Italie. Donc, de quelque façon, évidemment, on a condamné l'acte, mais pas disons, la situation difficile qui était à la base. La gauche aussi a été un peu timide, mais surtout, les gens normaux, ils disaient, bien sûr, que tout le monde condamnait l'acte, mais il y avait une sorte de justification. Le résultat est que la Ligue, dans ces régions-là, il avait les 0%. Dans cette élection, il a pris les 20%. Alors, donc, Sébastien Chenu et Benjamin. Oui, non, mais évidemment, il y a le problème migratoire, très fort. Ouais. Il y a les politiques économiques, vous l'avez très bien expliqué. Il y a la différence aussi entre les territoires. Le problème de la dette, par exemple. L'Italie a une dette publique très forte. Il y a des parallèles très forts, d'ailleurs, avec la France. Mais Renzi, il a un bilan. Renzi, présenté comme le Macron italien. Je me souviens, le petit Macron italien. Qu'on reste sur l'immigration, ça va vous faire plaisir, Sébastien Chenu. C'est son échec, mais simplement, entendons les choses. Les peuples partout en Europe montre du doigt cette Union européenne, ne pas le voir, avoir des œillères, dire il faut continuer, il faut, comme vous l'avez, je reprends votre propos, pousser encore les flux migratoires. Eh bien, je crois que c'est s'exposer à pousser la loi. Eh bien, c'est un mécontentement multiplié par 1000 que vous aurez demain. Eh bien, écoutez, les peuples n'en veulent plus. Sébastien Chenu, le président de la République a parlé ce matin et a commenté le résultat des élections et visiblement, eh bien, il explique ces résultats par la forte pression migratoire italienne. Écoutez. Je prends note que dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui indéniablement souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne. Donc, voilà, il a bien compris la leçon quand même, effectivement. En même temps, il faut dire qu'au niveau européen, mais même au niveau italien, un des ministres les plus populaires du gouvernement sortant était le ministre de l'Intérieur, Minniti, qui avait réussi effectivement à stopper les débarquements. Et sa politique a été saluée soit en Italie, soit en Europe comme une politique gagnante, parce que de toute façon... Et il avait passé un accord avec les Libyens notamment, avec la Libye. Bruno Bonal, ça veut dire que... On n'est pas sûr que d'autres seraient faire mieux, c'est un peu ça. Oui, ça veut dire que le président de la République, il a bien compris le message. Il y avait déjà le message envoyé d'Allemagne et le message venu de Rome. Mais je crois que non seulement il l'a bien compris, mais ça fait longtemps qu'il est intégré, ce message. Et c'est pour ça que dès la campagne, nous avons parlé de ces problématiques d'immigration. Parce que, si je puis me permettre, pendant la campagne, le message d'Emmanuel Macron, c'était plutôt de dire qu'Angela Merkel avait sauvé la dignité collective de l'Europe. Non, il a dit ça pour l'Allemagne, dans le programme que nous avons défendu. Vous pouvez le reprendre quand vous voulez. On parle bien d'une immigration qui soit mieux gérée, en accueillant dignement les gens au niveau du droit d'asile. Plus ou moins de migrants, c'est ça la question. Non, mais la question, c'est ça. Vous savez, franchement, c'est là où, sur ce problème du nombre de migrants, il n'y a pas de réponse. Mais quand je dis il n'y a pas de réponse parce que nous devons nous attendre à ce que le phénomène migratoire, ça soit un phénomène qui est sociétalement inarrêtable dans les années qui viennent. On ne peut que le gérer. Non, c'est pas une question, ça ne va pas être une décision. Ça ne va pas être une décision d'un quelconque parti qui va être là. Ça va être une décision. Non, pas du tout, pas du tout. Vous pourrez essayer de monter des murs ou faire des choses comme ça. Je vous demande quelle est votre politique migratoire. La politique migratoire, elle est de. Mais absolument. Et on est là pour la gérer
le plus dignement possible. Non mais ça, C'est-à-dire c'est des mots. Mais non, c'est pas tout des le monde mots. est pour la dignité humaine. C'est Vous pas des croyez mots. Il y a un que des texte, milliers de il y a gens un- à Dunkerque, à côté de Pas Dunkerque, dans des ensemble. bidonvilles, vous croyez que c'est digne? Non mais justement, c'est bien parce qu'on n'accueille pas aujourd'hui d'une façon digne un certain nombre de personnes qu'on est obligé de faire. Vous souhaitez en accueillir une meilleure davantage gestion. ou pas? Non. C'est une question simple. Non, ben ça, la réponse, elle était Alors, claire. Vous souhaitez accueillir moins de migrants? Moins de migrants. Bah, Le président- calez-vous, parce que tout le monde ne dit pas ça, la République En Marche. Non, mais c'est la République En Marche a une politique qui sera définie dans la Oui, loi. c'est un peu qui- l'auberge C'est la espagnole. loi de Gérard Collomb. On a bien, le président de la République, il a bien compris. Là, il y avait déjà l'Allemagne, encore une fois, qui était citée en exemple par Gérard Collomb pour dire qu'il faut une politique ferme. Et là, aujourd'hui, il y a le résultat des élections en Italie. Il y a Oui. un message qui passe. Oui, il y a un message qui passe qui est on ne peut plus continuer l'accueil des migrants comme on l'a fait sous le coup de l'émotion en 2013, au moment des drames en Syrie, en Irak, de la photo du petit garçon mort sur la plage. Mais au-delà de ça, même Angela Merkel a compris ça, puisque la politique migratoire d'Angela Merkel aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2 ans, où, quand elle avait accueilli 1 million de personnes en quasiment une année. Et en fait, ce flottement, il est quand même assez général, parce que ceux qui ont la position la plus claire sur l'immigration, c'est la Ligue. Et en fait, la Ligue, alors certes, la Ligue fait 17%, mais le mouvement 5 étoiles fait presque 2 fois plus. Et en Allemagne... Après, ils ne sont pas pro-immigration, le mouvement 5 étoiles. Alors, mais personne non, n'est pro-immigration. Si Personne vous n'est me permettez, Guillaume. mais non plus, Personne n'est mais pro-immigration. C'est un Bruno Bonnet phénomène. non plus n'est pas Vous nous dites pro-immigration. il y aura de plus en personne- plus Non, mais si d'immigration, on peut laisser- mais on veut en accueillir. Vous me dites, mais non, on ne veut pas Non, en non, accueillir non. davantage. Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Si- Nous, c'est très clair. Nous, ce qu'on Faut dire voudrait, nous, c'est que les clair. gens vivent heureux chez eux. Non, Ça, mais c'est ce qu'on d'accord, non, voudrait. mais ça, c'est du langage Non, de mais bisounours. non, pas du Moi, tout. si Alors, j'étais c'est français, pas vivre heureux chez continuer. eux. C'est pas du tout C'est Et pas d'abord les continuer. Français. Le phénomène Continuez. migratoire, c'est un phénomène qu'on ne contrôle pas. Donc arrêtons Bah si. de dire qu'on est pro ou contre Mais l'immigration. c'est bien le problème. Les gens Vous- désespérés sont en Mais errance vous et rendez cherchent compte de des ce que vous solutions à leur dites désespoir. Vous vous rendez compte de la démission, du message de démission Non, que vous envoyez mais non. C'est- Sébastien Bien sûr Chenu. que si, que c'est quelque chose qu'on contrôle. Le phénomène migratoire, il faut l'anticiper, que le nous contrôler, permettre à des populations et à des Ben, pays je de suis se content, développer. donc Vous avez vous baissé allez donc les voter notre crédits. projet de loi Vous sur avez la- baissé les crédits de l'aide au développement cette Alors, année. Guillaume Donc vous Wauquiez. êtes en parfaite contradiction. Ce débat, il est intéressant parce qu'il est révélateur de la situation en Europe. Parce que tout le monde est d'accord pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Mais entre on arrête tout, c'est-à-dire on contrôle drastiquement l'immigration, ce qui est la position de l'AfD, mais C'est la position. qui fait 16%. C'est beaucoup 16% en Allemagne pour un parti d'extrême droite compte tenu de l'histoire de ce pays. Mais c'est quand même que 16%. Et c'est la position du Front National, c'est la position de la C'est un Ligue. petit peu plus, ça ne vous a pas échappé. Oui, c'est absolument. Je ne dis pas que vous faisiez 16% aussi. C'est aussi la position de la Ligue en Italie qui fait 17%. Donc tout le monde est d'accord pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Mais est-ce qu'il faut dire bon, on aménage juste le truc, mais humainement, parce que on n'est pas complètement égoïste, qui est un peu la position peut-être. parce que ce n'est de pas M. un Bonnet. choix. Et ceux qui Parce que disent ce n'est pas il faut un choix. arrêter, les peuples semblent hésiter. Et à mon avis, le succès du mouvement 5 étoiles, c'est ça. Lui, il dit, mais si j'ai bien compris, parce que j'ai essayé de reprendre toutes leurs C'est assez déclarations sur ambigu, hein. l'immigration, Mais- ils Mais vous savez ce que veulent disait- la Mais attendez, réguler, pas ensemble, mais pas ils ne sont pas pour l'arrêt complet. Mais je Ouais. crois que, oui, Alors, je est-ce- crois que les gens qui ont voté le mouvement 5 étoiles n'ont pas voté le mouvement 5 étoiles pour leur position sur l'immigration. Non. C'est pas pour ça. Ils ont voté pourquoi Parce qu'ils pour sont- l'économie, pour économie. l'effet, par exemple, qu'ils prônent un renforcement de l'État social, la dépense publique, toutes des choses que la gauche, disons, moderne de Matteo Renzi avait commencé à casser parce qu'il pensait, à juste titre d'ailleurs, certains, Il y avait qu'il d'argent. il fallait récéner Ouais. Est-ce que ça veut dire que tous les partis qui gagnent les élections en ce moment sont eurosceptiques? Est-ce que ça va de soi Non, aujourd'hui? ça serait caricaturé. Je pense que monsieur vient de dire là, un bon résumé. Vous avez une partie de l'opinion qui a cette réelle angoisse, une vingtaine de pourcents, on va dire, de l'immigration et qui vote en fonction de ça, en disant c'est pas possible, il faut pas que ces immigrés prennent la place des gens qui sont du terroir et du territoire. Dont acte. L'autre partie, elle a des drames économiques. L'Italie est vraiment en fracture économique. Mais on dit et c'est quand on l'Europe dit à aussi. des gens qui eux-mêmes sont en désespérance, on venait pour le revenu universel, on est pour une meilleure provision. Bien évidemment, ils vont naturellement vers ce type de promesse électorale, même si dans le passé, au passage, ça n'a jamais payé et que ça n'a jamais pu Et être mis en d'ailleurs, place. si on regarde la carte de l'Italie, c'est très clair. Au nord, c'est la Ligue qui gagne. Au sud, c'est le mouvement 5 étoiles. Donc, c'est... Vous savez, ce qui nous différencie fondamentalement, c'est que Bruno Bonnell, vous dites que ce n'est pas un choix, l'immigration. Ben si, vous savez ce que disait Françoise Giroud d'ailleurs, en politique, il faut choisir entre tous les inconvénients. Donc il y a des choix à faire en politique. Vous refusez de faire ce choix. D'ailleurs, dans la même phrase, pas vous nous tout dites le faire sur contraire. l'immigration, Vous nous dites on ne veut pas Sébastien accueillir Chenu. peut-être davantage, mais en même temps, c'est inextricable. Il y aura de toute façon de plus en plus d'immigrés parce qui que arriveront. Nous, on fait des choix très clairs.
Et je crois que ce sont les choix qui sont clairs et qui permettent aux gens de se positionner. La Ligue fait un choix très clair, propose aux Italiens un chemin. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais au moins c'est cohérent et il y a un chemin. Nous on propose un chemin, il est cohérent, mais vous n'avez pas de chemin à proposer aux Français en la matière. Guillaume Roquette, qu'on sorte, on ne va pas faire toute l'émission sur l'immigration. Vous savoir, est-ce que effectivement ces mouvements anti-système qui arrivent sont forcément anti-européens ou eurosceptiques? Ben, c'est pas évident. Il y en a beaucoup, parce que le mouvement 5 étoiles, il ne dit pas qu'il faut sortir de l'Europe. Et même la Ligue, elle ne veut plus sortir de l'euro, si j'ai bien compris. Ils sont contre l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement. Mais même Emmanuel Macron dit que ça ne peut pas durer comme ça. Cette fin de vie de la Commission, on voit bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'ils sont plus audibles. Mais on est dans une période de flottement. Parce que si on prend un peu de recul, c'est parti comme la Ligue ou même comme le mouvement 5 étoiles ou comme l'AfD en Allemagne ou même comme le Front National. Il y a 20 ans, le Front National existait déjà. Il y a 20 ans, il était déjà fort. Mais on va dire qu'ils sont quand même sur un mouvement ascendant, ou le parti d'extrême droite autrichien. Donc, ou bien c'est juste une espèce de parenthèse, ou bien on n'en est qu'à une période intermédiaire où ils n'ont pas encore pris le pouvoir, mais peut-être que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vont encore progresser et un jour ils vont arriver au pouvoir. Et ça, à mon avis, on ne le sait pas. Ils sont au pouvoir. En Italie, ils vont arriver au pouvoir. De nouveaux clivages qui s'installent. Moi, je reconnais qu'effectivement, Emmanuel Macron, il a mis un chapeau, un nom, une identité sur ce qui était devenu l'UMPS, c'est devenu La République En Marche. Ce sont de nouveaux clivages, ce sont les nationaux. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Je suis content de me retrouver celui-là. Des gens de l'UMP et du PS qui arrivent à la bien, ça ramène bien compris. Mais c'est le clivage des nationaux, de celles et ceux, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, croient en la nation, et 5 étoiles croient en la nation, puisqu'ils croient d'ailleurs en un modèle de l'État assez fort, le modèle des nationaux contre les mondialistes. Ce sont d'autres clivages qui s'installent. Vous êtes un mondialiste, je suis un national. Ce n'est pas très grave en soi d'être si différent, mais nous ne défendons pas la même chose. Moi, je crois encore en mon pays. Sur ce là-dessus, nous sommes d'accord. Nous ne défendons pas les mêmes causes. Et moi, j'ai en tout cas une chose persuadée, c'est que c'est bien à l'échelle de l'Europe et d'un continent comme l'Europe qu'on pourra arriver à trouver des solutions pour l'avenir. Ça fait 20 ans qu'on nous fait ça. Oui, mais parce que construire un continent, ça prend beaucoup plus que 20 ans. Il faut juste l'accepter et être assez têtu. Et les échecs, non. Les échecs, vous parlez pas. Les échecs sont des obstacles sur une route qui mène à la victoire. On peut continuer comme ça longtemps. Hein. Parce que le point clé, pardon d'y revenir à la Chapeau, c'est en l'occurrence, le FN le connaît bien. L'Europe peut-elle ou non réguler l'immigration? C'est ça la question. Et si aujourd'hui elle n'y arrive pas. Après l'austérité, c'est l'immigration qui se rajoute. C'est-à-dire les deux sentiments, ce que disait effectivement tout à l'heure Sébastien Chenu. Il y a eu ceux qui se sont révoltés contre l'austérité imposée par Bruxelles et l'Allemagne. Et puis aujourd'hui, s'ajoute le problème de l'immigration que Bruxelles serait incapable de régler ou de réguler. Oui, parce que je pense que la différence, c'est que la mondialisation, il y a parfois une révolte qui peut se comprendre parce que dans cette France périphérique qui est complètement laissée à l'écart du progrès, il y a une colère. En même temps, je pense qu'il y a aussi une forme de résignation, c'est-à-dire de se dire de toute façon, probablement qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on vit dans des économies ouvertes et on ne reviendra pas là-dessus. En revanche, sur l'immigration, là, pour le coup, il y a une espèce de colère plus immédiate en disant mais ils entrent parce qu'on les laisse entrer et si on arrivait à voir avant qui doit entrer et qui ne doit pas entrer, alors on pourra reprendre le contrôle de la situation. Alors, on disait, on a l'impression que la France devient effectivement différente et une exception en Europe parce qu'il y a un jeune président qui a été élu, qui est pro-européen. Alors, c'est vrai qu'on a cité Matteo Renzi, ça nous ramène à Renzi. Lui aussi, il était jeune, pro-européen et... Ben oui, vous l'aviez dit, il avait impressionné tout le monde en 2014 en gagnant les élections européennes, alors que dans d'autres pays, le Front National progressait. Et là, voilà, parcours éclair, un maire de Florence à 34 ans, élu président du Conseil à 39 ans, il devient coqueluche des médias. On va voir une lui aussi. De journalistes. Oui. Ça, c'est un autre débat. C'est vous qui le soulignez. Absolument, il étonne par son style. Si vous lui donnez des balles, hein, il va voir s'il va s'en servir. Allez, il est en bras de chemise, il fait le service après-vente de ses réformes avec même une craie au tableau, si besoin, une réforme par mois. Il fait notamment le Jobs Act qui fait baisser le chômage. Et voilà, Baroud, en tout cas, il tente de réformer le mode de scrutin. Il échoue par référendum.
et c'est la fin de cette trajectoire. On l'avait comparé à, en tout cas, Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a une comparaison entre Emmanuel Macron et Matteo Renzi? Je pense que là, peut-être qu'il y a des spécificités propres à l'Italie et propres à Matteo Renzi. C'est-à-dire Renzi a su, malheureusement pour lui, catalyser une dimension personnelle et d'antipathie contre sa figure qui est inouïe et dont on n'a pas l'habitude en Italie. Peut-être juste avec Berlusconi, le pays s'était divisé entre pour et contre Berlusconi. Renzi a fini pour faire la même chose. Il a commis des erreurs, évidemment. Mais ils ont été importants, à mon avis, au-delà du grand clivage européiste, pas européiste. Il y a vraiment des choses très pratiques, par exemple sa gestion de la crise des banques italiennes, les accusations des népotismes. Il y a des choses très propres à l'Italie. Évidemment à Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer? Parce qu'effectivement, Matteo Renzi, c'était le modèle. C'était une réforme par mois, si je me souviens bien, ce que disait Matteo Renzi. C'était j'avance, je réforme. L'Italie à marche forcée et tout le monde disait bravo, c'est formidable. Manuel Valls allait lui serrer la main et on disait c'est un modèle. Il n'y a pas une leçon à tirer pour Emmanuel Macron? La leçon en dehors des phénomènes effectivement spécifiques, le personnage Renzi que je ne discuterai pas, je ne suis pas assez expert. La leçon à tirer, c'est qu'attention, on est bien dans un contexte. On est dans un contexte et le phénomène quand même migratoire, c'est un phénomène exogène à la politique de M. Renzi. Le phénomène de l'austérité de l'Europe, on pourra en discuter pendant longtemps, mais c'est aussi un phénomène exogène. Ça veut dire que, bien évidemment, que si on prépare des lois qui sont sur asile et immigration, sur une forme de relance de l'économie, c'est pour se protéger de ce type de surréaction. Moi, je crois qu'attention, les mêmes causes n'entraînent pas les mêmes effets, d'une part par les personnalités des gens qui sont en cause. Ne copions pas l'histoire dans tous les territoires. J'ai dit tout à l'heure, une extrême droite en Italie ou en Allemagne n'est pas la même chose qu'une extrême droite en France, même si elles sont alliées. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. De la même manière, on tire les leçons. C'est pas juste un brevet de jeunisme qui va donner la victoire. C'est une réflexion aussi d'expérience sur ce qui se passe autour de nous. Oui. Si vous le permettez, moi je souhaite évidemment le meilleur à mon pays. C'est pour ça que je souhaite à Emmanuel Macron le même sort qu'à M. Renzi, évidemment. Mais si vous oubliez aussi qu'il y a une dimension d'espoir et d'espérance dans ce vote, qu'il y a des gens qui considèrent que tout n'est pas interchangeable, que le déclassement tel qu'ils le vivent, tel qu'ils le subissent, par des choix économiques, notamment liés aux diktats de l'Union européenne, eh bien qu'il y a d'autres politiques possibles, qu'on n'est pas suffisamment, qu'on n'est pas simplement capable de supporter l'immigration et de l'accepter telle qu'elle. Eh bien oui, il y a un vote d'espoir, il y a des gens, et notamment la Ligue, qui l'incarne en Italie, qui propose un autre... bien sûr. Bien sûr. Ce qui est significatif et en même temps pas majoritaire. Ils sont passés de 4 à 16. Il ne faut pas minimiser ou mais je prendre avec minimise jamais. condescendance les scores de gens qui portent un autre espoir que le vôtre. Parce que cet espoir, un jour, il arrive au pouvoir et il mène une autre politique et on s'aperçoit que, oui, il est possible de faire autrement. Moi, je crois que c'est plutôt un vote de désespoir, si vous permettez de ça. Non, mais ça, c'est la caricature de ce qu'on entend. C'est un peu méprisant, en plus. Si on prend les deux dit hors système que vous avez décrit en début d'émission, c'est bien des gens qui sont dans une situation pour des raisons complètement différentes, probablement de désespoir. Et c'est ce que j'appelle les alliances paradoxales de colère. Mais non, mais arrêtez de faire croire que ça repose que sur la colère. Les gens espèrent autre chose. Ce qui va être compliqué, c'est que, M. Chenel le disait, la Ligue, c'est votre allié. Enfin, vous êtes sur la même ligne. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Matteo Salvini, donc le leader de la Ligue, très récemment? Il dit « Macron est en train de faire, en partie, ce que je compte faire. Il dit qu'il n'y a pas de place en France pour des réfugiés économiques. La France est en train de déplacer sa frontière au Niger pour sélectionner les vrais réfugiés politiques et laisser là-bas ceux qui le doivent. » Peut-être qu'Emmanuel Macron n'y arrivera pas. En tout cas, c'est même le patron de la Ligue lui-même qui dit « Il a vu le truc, il a compris comment faire pour éviter de ne pas finir comme Renzi. » Et c'est ce que Bruno Bonnell nous répète depuis quelques minutes. Vous inquiétez pas, on a compris le message. Donc après, la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir le faire? Et effectivement... On va le voir bientôt dans l'hémicycle. Voilà, si Emmanuel Macron peut faire cette politique, ça va être un bon exemple. C'est une sous-loi, que ça ne changera rien. Attendez. Finissez, Guillaume. Oui, si Emmanuel Macron, effectivement, peut montrer qu'il arrive à réguler l'immigration, à faire entrer ceux qui doivent entrer au titre du droit d'asile et de laisser à l'extérieur ou de renvoyer chez eux les immigrés économiques, alors il finira pas forcément comme Renzi. Ce qui est certain, c'est que c'est difficile de mettre en place une politique comme celle-là. Oui. Non, parce que tout le monde l'avait compris, mais on l'avait compris en Italie aussi, et le gouvernement italien l'avait compris pareillement. Renzi, il perd non pas parce qu'il a été lassiste ou faible sur l'immigration, il a mis en place une politique très très dure pour stopper l'immigration. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, le ministre Minniti a été
très très critiqué par l'aile gauche de la gauche, disons comme ça, parce qu'il était accusé de conduire une politique inhumaine, trop dure, avec des milliers de gens qui périssaient dans la Méditerranée sans être sauvés. Donc déjà, on a intégré le fait qu'il faut contrôler l'immigration. Le problème est que de toute façon, l'immigration est là et la poussée migratoire continue. Le gouvernement italien participe à la force déployée au Niger, dans le Sahel, spécifiquement au Niger, justement pour contrôler l'immigration déjà sur place. Ça n'a pas suffi. Oui. Mais celui qui essaie de prendre la place dit qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire Matteo Salvini. Donc, cela dit, si le paysage change en Europe, est-ce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui isolé un peu en Europe pour relancer la construction européenne comme il le veut? Il est isolé quand même, Emmanuel Macron. La France est une exception. Vous savez, je pense qu'Emmanuel Macron, notre président, va tout simplement faire avec la donne que nous avons en Europe. C'est le rôle de tout personnage politique, toute personne politique qui dit bon, si les choses ont changé, ça ne changera rien à la détermination. L'Europe fait partie des valeurs fondamentales de la République en marche et du programme présidentiel. Donc, oui, nous devons faire avec ce qui s'est passé. Je rappelle que l'Italie et l'Allemagne sont des pays fondateurs de l'Europe, donc il va bien falloir de toute façon qu'on discute de l'avenir de cette Europe. Guillaume Roquette, le projet européen d'Emmanuel Macron, il a pris un coup avec les résultats des élections en Italie? Oui, parce qu'il le fait avec qui, son projet européen? Ça ne va pas être avec les Anglais, avec les Italiens, ça va être compliqué, avec les Autrichiens, on n'en parle même pas, avec les pays d'Europe de l'Est, ils sont vent debout contre tout ce que nous sommes. Donc, en gros, il reste l'Espagne où c'est compliqué, et l'Allemagne, où Mme Merkel vient de trouver un accord de majorité, mais après des semaines et des semaines de crise, avec des mouvements anti-européens très forts. Est-ce qu'elle va persévérer dans son ambition européenne en disant je m'en vais, c'est mon dernier mandat, donc je vais leur montrer, ou bien est-ce qu'elle va dire non, parce que dans son parti, il y a beaucoup de gens, et pas seulement avec la CSU, des Bavarois, mais aussi à l'intérieur du Parti chrétien-démocrate, qui disent « Et Angela, n'y va pas trop fort, parce qu'à chaque fois que tu envoies un message européen, on voit les autres qui progressent, donc pense à nos prochaines élections. » Donc je pense que même avec l'Allemagne, ça va être plus compliqué. Et puis surtout, est-ce qu'on peut construire une Europe à deux? Ça fait plus beaucoup. Oui, Bruno Bonal, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué. Moi, j'étais en Allemagne, j'étais au Bundestag vendredi dernier, et je me suis rendu compte que la perspective de l'actualité telle que la lisent les Allemands n'a rien à voir avec ce que nous vivons nous. Nous avons nos propres soucis et c'est logique, les Italiens ont les leurs. La préoccupation de l'Allemagne, c'est d'arriver à faire un corps, une dimension européenne qui soit sérieuse. Alors, ça ne sera pas facile, je suis d'accord avec vous, qu'il y a beaucoup de négociations à mener. D'ailleurs, les parlementaires doivent s'engager dans ces discussions aussi. Il n'y a pas que Emmanuel Macron et l'exécutif. Je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux sur le plan politique à y aller. Mais le couple franco-allemand, c'est le verrou essentiel. Et il faut qu'il démontre qu'il fonctionne. Donc, probablement plus compliqué, je reconnais, mais toujours aussi déterminé à le faire. Oui, mais elle est où, en fait? Elle est où? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, Guillaume Roquette l'a très bien dit, il est isolé avec son projet européen qu'on a quand même pris un coup dans l'aile. Vous dites les parlementaires doivent le faire. Je rappelle que lorsqu'il y a eu un débat, le dernier débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, initié par François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, les députés de La République En Marche étaient absents. Il y avait 50 députés En Marche sur 300. On ne va pas revenir sur cette... Non, mais il faut pas revenir là-dessus. L'anniversaire du traité, parce qu'on comprend l'anniversaire du traité de l'Élysée. Voilà, absolument. Où souhaitez-vous aller? On ne comprend pas. Vous n'avez pas de cap, votre projet européen en a pris un coup, mais vous ne donnez pas d'autres explications. Sébastien Chenu, on va vous poser la même question parce qu'on ne sait pas non plus où vous voulez aller. J'allais vous la poser. L'Europe des nations, vous connaissez quand même. J'allais vous répondre. Non, mais parce qu'on voit bien qu'en Italie, par exemple, les eurosceptiques comme la Ligue disent pas question d'organiser un référendum sur la sortie de l'euro. Donc, ceux qui arrivent en Autriche au pouvoir disent aussi pas question de sortir de la zone euro, pas question de quitter l'Europe. Chacun souhaite défendre l'Europe des nations. C'est-à-dire des gens libres qui déterminent librement à travers leurs représentants quelle est la meilleure politique possible à mener pour leur pays en partenariat avec les pays voisins. Et nous considérons que ça passe par exemple, et on parlait de l'immigration, par le rétablissement des frontières. Il ne vous échappe pas, une Europe avec des frontières. Donc c'est l'Europe sans l'Europe. Si nous récupérons nos frontières, c'est valable pour les voisins également. Donc l'Union européenne change immédiatement de visage, d'organisation. Mais je repose ma question. Sur l'euro, vous êtes bien d'accord, vous allez vous aussi changer comme tous ceux qui espèrent arriver au pouvoir ou sont déjà au pouvoir? Sur l'euro, c'est très simple. Nous avons un programme qui est en 3 points. 1, on récupère nos frontières. 2, les lois. Fin du processus sur 5 ans, la monnaie nationale. Voilà. Et puis Sébastien Chenu, pardon.
On C'est est assez revenu simple. aux monnaies Ah oui, nationales, C'est là. simple. Ah, Et c'est si un vous scoop. écoutez, au bout de 5 ans, C'est un validé scoop. par Jusqu'à référendum. la semaine dernière, je pensais que vous gardiez l'euro. Non, mais vous n'avez pas compris, vous avez loupé un épisode, je Ah crois. bah oui, Mais c'est parce que vous êtes plongé c'est un dans votre feuilleton, mais non. non-programme Non, mais C'est-à-dire européen. que c'est un feuilleton tellement long que des fois... on Mettez-vous rate au des clair éléments. avant de Je reconnais. commenter les autres, Je monsieur reconnais. Chou. Encore une fois, quand vous voyez la Ligue du Nord qui réussit à faire des bons scores à travers une coalition, est-ce que vous vous dites pas, nous, définitivement, on a ce plafond de verre qui nous empêche d'accéder au pouvoir? On n'est pas bon. Mais On n'est pas arrêtez bon. avec Pourquoi ce vous n'y arrivez plafond pas? de verre. Pourquoi Ah, les vous autres êtes y arrivent pas pas? bon. Attendez, excusez-moi. Écoutez, on l'a En fait Autriche, sauter. vous Non, êtes. mais ça, c'est un argument Alliance de journaliste. On a fait sauter le Bah oui, plafond de verre ça, aux législatives. Non, mais vous Le n'êtes plafond pas de verre, bon. Qu'est-ce que c'est que le plafond de verre? Bah, le plafond de verre, c'est Pourquoi d'être seul. Mais non, mais le C'est que vous plafond voyez de verre, bien que la c'est Ligue pas du ça. Nord, la pas Ligue du Nord dépasser seule, 5%. la Ligue du Nord seule ne peut pas gouverner. D'abord, le plafond de verre, c'est pas ça. C'était vous n'arrivez jamais à être élu, c'est-à-dire à faire 50%. Oui. Vous êtes toujours face à un système d'ailleurs qui vous empêche de faire 50%. Ce n'est pas vrai, nous l'avons démontré un certain nombre de fois. Donc il n'y a pas de plafond de verre, ça n'existe pas. Première chose. Deuxième chose, nous avons un programme européen, c'est-à-dire que nous souhaitons l'Europe des nations, Mais qui Sébastien n'est pas Chenu, celui est-ce de que l'Union vous européenne. dites pas Mais la vous ne question- défendez même plus rien. Mais Et puis, la monsieur Sébastien César. Chenu, la question qui est posée, c'est est-ce que vous n'êtes pas mauvais? Vous devez vous dire quand même, quand on voit en Autriche, ils gagnent, quand on voit les scores que Bah, fait la Ligue écoutez, en Italie, Vous savez, et nous, on peut, vous connaissez n'y arrive pas. l'adage, quand je me regarde, je me trouve peut-être pas terrible, quand je me compare, je me trouve formidable. Bah, écoutez, on a quand même fait 35% au second tour. Ça veut dire qu'au second tour des élections présidentielles, il y avait un Français sur trois qui nous a fait confiance. Je souhaite le même succès à nos amis de la Ligue, à nos amis allemands, à nos amis des pays alliés avec lesquels nous travaillons au Parlement européen. Donc si vous voulez, moi je veux bien il y a une espèce de méthode couée à dire toujours finalement vous n'êtes pas très bon. En réalité, on est les meilleurs du troupeau. vous êtes les On va dire meilleurs qu'il y a toujours. effectivement un contexte général qui est plutôt porteur pour les idées que vous défendez. Et en même temps, on sent quand même une espèce de contradiction assez forte entre des vraies interrogations, un vrai flottement au Front National, à mon avis quand même sur l'euro, parce que oui, on sort, mais pas tout de suite après un référendum. Enfin, avant, On a sortait une tout de méthode, suite. oui, on a une méthode. Mais on va dire qu'elle est compliquée, qu'elle est difficilement Non, lisible. pas compliqué. Un flottement. Vous savez que les gens comprennent très bien. Hein. Peut-être. 1, 2, 3. 1, les frontières, 2, les lois, Ouais, 3, la moi, je monnaie, pense. validé par Ouais, référendum. ouais. En général, les gens Ouais, on comprennent. prend deux, Mais moi, trois je pense exemples. quand même Ouais. je pense quand même que cette inquiétude sur l'avenir, elle a été, là, pour le coup, un plafond de verre pour Marine Le Pen entre le premier et le second tour, parce qu'il y avait cette peur sur l'euro. D'ailleurs, vous êtes quand même un peu revenu sur la position. Il y a des doutes sur la personne de Marine Le Pen. On sait bien sur sa crédibilité politique après ce fameux débat d'entre les deux tours. Et puis, il y a aussi des doutes même sur la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen était sur cette antenne il y a quelques minutes. Il a expliqué à quel point il avait quelqu'un de sa famille qui était formidable, mais ce n'est pas sa fille, c'est sa nièce. Donc, il y a ces doutes-là, et en même temps, il y a cette espèce de bloc de certitude qu'est Marine Le Pen en disant « je sais parfaitement où je vais, c'est très facile, ça va très bien ». Et là, on se dit « non, c'est pas comme ça ». Et puis, effectivement, il y a ce doute qui est « est-ce qu'il y a des alliances ou pas ?» Parce qu'une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan ou Jean-Frédéric Poisson, c'est intéressant, mais ça ne fait pas forcément une majorité, voire même sans doute pas. Et là, pour le coup, cette grande interrogation, elle est probablement au Front National, comme chez les Républicains d'ailleurs. Et ce qu'ils se disent, est-ce qu'un jour, nous, on franchira le pas, comme a fait Berlusconi avec la Ligue, comme ont fait les Autrichiens, ou bien est-ce que non, on a trop de choses différentes et ça ne se fera jamais. Tant que cette interrogation-là demeure, il y a quand même un doute sur votre capacité à renverser la table. Ouais. Avec en Bruno outre, Bonnel. quand même, les Républicains qui se mettent dans un extrême qui ne va pas manquer de grignoter. Vous voyez, je suis modeste. Grignoter une partie de votre Non, mais électorat. ça, c'est ce que vous souhaitez. Mais grignoter avec Mais des grosses aujourd'hui- dents. Non, mais ça, celles c'est de loup. c'est ce que vous vous souhaitez. voyez, Aujourd'hui, gros ceux qui grignotage. recyclent le staff des Républicains, c'est la République En Marche. C'est un Premier ministre qui vient des Républicains. Si vous voulez, nous, on n'a pas encore pu accueillir le Non, staff non, des vous trompez Républicains. d'histoire. Et à mon Non, avis, on n'est pas très demandeur d'accueillir le staff des Républicains comme ils ne sont pas très demandeurs de venir. En revanche, leurs avez électeurs, la on leur mémoire dit courte. venez, si vous en avez marre d'être trahis, venez. Ça, il n'y a aucun Personnel, doute. c'est un paradoxe Non, mais- que vous êtes en train de non, mais dire. ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement, nous Il me sommes un semble parti me de rappeler rassemblement. que votre première Oui, carte n'était pas au oui, FN. oui, nous sommes un parti de rassemblement. Oui, oui, Évidemment, oui. Mais nous souhaitons accueillir les gens qui, sur le modèle que je vous ai décrit tout à l'heure, Donc les vous ne souhaitez nationaux pas les contre appeler, les mais mondialistes. finalement, vous Ah non, êtes mais on ne veut d'accord pour pas y des aller. dirigeants, merci, c'est bon. On n'est pas l'usine à recycler des gens qui n'auront pas trouvé de place. En revanche, on dit à leurs électeurs, si vous en avez marre d'être trahis, si vous êtes attachés à la nation, si vous croyez qu'il y a un chemin de ce côté-là, si vous refusez que tout soit interchangeable, que tout soit marchand, la société Macron, de la dégradation Non, de nos mais vous conditions de pouvez vie, simplifier eh bien, comme vous venez voulez. avec nous si vous croyez en la France. Non, non. Ouais. Simplement, Sébastien Chenu, vous ne pensez pas quand même que si vous voulez arriver au pouvoir, il faut sérieusement vous transformer, et puisque vous avez un congrès dans une semaine, il faut sérieusement ripolliner le Front National. Madame, la refondation de notre congrès, c'est bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on travaille notre programme, on le fait évoluer, évidemment. On a compris que sur la sortie de l'euro, il y avait eu un problème. On le fait donc évoluer. On garde... Ben non, pas du tout. On est des gens lucides. L'organisation de notre Vous programme, changez de nom. faire Ce monter soir de que nouvelles têtes, finalement, vous voulez revenir à la monnaie et nationale. même le nom.
Bah oui, sur 5 ans. On a un projet sur 5 ans. On reconquiert nos frontières, on reconquiert nos lois, puis on reconquiert une monnaie nationale. Mais il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, à chaque épisode, les choses auront peut-être un peu bougé. Ou alors vous serez dans ce monde merveilleux de la Macronique où vous direz encore l'Europe, 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 avec les résultats qu'on connaît qui sont minables. Minables, oui, les résultats de l'Union européenne sont minables. Tous les Européens le disent maintenant. Bien évidemment. Tous les Européens n'est pas une monnaie forte. Ne soyez pas dans le déni. Non, mais ne mélangez pas. Vous faites l'amalgame entre l'administration européenne, sur laquelle on est tous d'accord. Non, on n'est pas d'accord du tout. Pas mal de choses. Et puis le projet Europe, qui est un projet. Mais ça, c'est de la Alors on termine en 30 secondes. 30 secondes. Qui va diriger l'Italie demain, vous savez? Non, pas du tout, mais je crois que même pas le président de la République, Mattarella, en ce moment même, ne sait pas. Et on saura quand? Peut-être après le 23 mars, quand les deux présidents des chambres seront élus, alors là, peut-être que ça sera un peu plus clair. Merci à tous. En tout cas, l'info continue sur LCI avec Hélène Lecomte. Oui, jusqu'à 22h30, Arlette, c'est le débrief. Nous consacrerons notre dossier du soir à ce procès hors norme qui s'est ouvert à Perpignan, celui dit du tueur de la gare, enfin face à la justice 20 ans après les faits. Rendez-vous à 22h20, à 21h35. C'est le Pôle Express concocté ce soir par Frédéric Delpech. Et puis dans un instant, on reparlera de ce choix des Italiens. Va-t-il contrarier les ambitions européennes d'Emmanuel Macron? On prolongera d'une certaine façon votre débat avec nos invités juste après les titres. Au procès du tueur de la gare, donc face à l'horreur des faits qui lui sont reprochés, certaines parties civiles ont préféré quitter la salle d'audience. Les débats se sont ouverts aujourd'hui, 20 ans après. Jacques Ranson est accusé d'avoir violé, tué et mutilé 2 jeunes femmes au milieu des années 90. Il a également reconnu pendant l'enquête d'autres tentatives. Une jeune femme viendra témoigner. La ministre du Travail avait annoncé un Big Bang sans toutefois prononcer ces mots aujourd'hui. Elle a dessiné la formation professionnelle qu'elle imaginait pour demain, une simplification en profondeur avec la création d'une application pour smartphone pour les salariés. Ils pourront ainsi choisir eux-mêmes leur formation et la financeront grâce à un crédit de 500 € par an qui remplacera celui qui est actuellement comptabilisé en heures. Autant il encense sa petite fille, autant il enfonce sa fille. Jean-Marie Le Pen ne rate pas une occasion de dire tout le mal qu'il pense de l'actuel président du parti qu'il a fondé. À l'occasion de la sortie de ses mémoires, il était tout à l'heure sur le plateau de David Pujadas. J'ai pitié d'elle. Je ne voudrais pas être à sa place. Je ne voudrais pas avoir à affronter la responsabilité d'avoir exclu mon père de l'organisation qu'il avait fondée et conduite pendant 40 ans. Donald Trump ne veut pas reculer sur les droits de douane. À peine a-t-il évoqué des exceptions possibles pour le Canada et le Mexique, mais sous condition. Le président américain devrait dévoiler dans le courant de la semaine les nouveaux tarifs qu'il entend appliquer à l'acier et à l'aluminium. L'Elysée promet de ne pas se laisser faire. Emmanuel Macron appelle à une riposte européenne rapide et proportionnée. Le PSG veut croire à l'exploit demain chez lui face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions malgré 2 handicaps, la défaite 3-1 à l'aller et l'absence de Neymar. Le club s'est fixé comme objectif de remporter cette compétition. Il veut éviter une 2e élimination consécutive en 8e.